Christian de Montbrison est interviewé par Jean Echler dans l'année 2000 sur ses voyages à travers le monde. Oui. Comment tu étais allé à Mongolie, Oui. et puis ces deux ou trois expériences tout à fait étonnantes. Oui. Du repas. Oui, du repas, Du de la repas. perte de l'appareil ou de l'objet. Oui, d'accord. Et comment es-tu allé en Mongolie au départ? Comment je suis allé en Mongolie au départ, je peux le dire tout de suite. D'abord, c'était la suite d'une mission chinoise à la Blonde d'Aquitaine. Est-ce que je t'ai raconté cette histoire? Et un jour, après avoir rencontré une mission chinoise à Francfort, où j'étais allé pour exporter en Allemagne un taureau sur l'Argentine, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse mission chinoise qui visitait l'Europe et qui allait venir sur Paris ensuite. Dans quelle année à peu près? Oh, c'était dans les années 1976 ou 17, quelque chose comme ça. Et ayant su cela, donc, quand je suis rentré à Agen, où j'étais responsable national pour l'exportation de la Blonde d'Aquitaine, j'ai téléphoné aux affaires étrangères pour savoir où en était la mission. Et ils m'ont répondu, Monsieur de Montbrison, les Chinois sont là avec le vice-ministre de la mécanisation agricole pour toute la Chine et son groupe d'experts pour visiter Pont-à-Mousson, Berlier, les industriels et pas les éleveurs. Avec mon enquête, je me suis aperçu que la mission passait quand même en Limousin. Et tout de suite, ça m'a fait remuer mon sang de Gascon. Je dis, il n'y a pas de raison s'ils vont en Charolais et en Limousin qu'ils ne voient pas la Blonde d'Aquitaine. Mais nous sommes tellement au sud, si peu industriels, peu d'importance nationale, que c'était la grosse difficulté pour moi d'amener les émissions étrangères. J'ai appris qu'elle visitait Clermont-Ferrand. J'ai donc réussi à contacter la mairie de Clermont-Ferrand et il n'y a pas d'aéroport important à Clermont-Ferrand. Et je voulais absolument les amener à Agen. Et j'ai donc touché une compagnie privée de genre de moniteurs d'aviation pour apprendre à voler, qui avait des petits avions de 4 ou 5 places. Et je me suis entendu avec eux pour que toute la mission chinoise soit transportée par pont aérien sur Agen, clandestinement du gouvernement français. Donc, ils sont arrivés à travers 2 ou 3 voyages aller-retour à Agen, et la nuit, fin d'après-midi, où j'avais bloqué chez Robinson, un hôtel-restaurant à la sortie d'Agen, les chambres pour la mission qui comportait, il faut le noter, la femme de l'ambassadeur de Chine à Paris. C'était pas n'importe qui. L'ambassadeur et un vice-ministre pour toute la Chine, ça correspond à quelque chose d'important. Quel honneur pour la Blonde d'Aquitaine. Je me suis dit, ce jour-là, il faut les recevoir dignement, et on a donc été au plus grand restaurant, plus select dans le voisinage d'Agen, qui aujourd'hui est un des grands restaurants français. Il commençait juste, c'est un des 10 meilleurs restaurants de France. Il commençait son métier, et j'ai invité le maire d'Agen, le préfet, etc. Ils n'ont envoyé que des sous-fifres, parmi lesquels évidemment un vice-ministre et une ambassadrice de Chine à Agen. C'est pas tellement important, ça vaut pas le déplacement pour l'administration française. Et donc on a fait le repas avec, il y avait quand même j'étais ennuyé pour savoir si je devais mettre la femme de l'ambassadeur à droite ou le ministre à droite de moi. Enfin, j'ai mis la femme en tout honneur, tout honneur. La femme de l'ambassadeur, pour moi, était normalement à ma droite et le ministre à ma gauche. Et nous avons commencé le repas. Et horreur pour moi, au
début du repas, il y a une espèce de crétin envoyé par la préfecture qui dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit chin-chin. C'était sympa. Persuadés qu'ils étaient ces espèces d'imbéciles d'administration, qu'une mission chinoise qui se déplaçait avec un interprète s'imaginait que, en dehors de l'interprète, aucun Chinois ne parlait français, ce qui est complètement faux. Dans toutes les missions étrangères, il y a toujours des spécialistes de la langue qu'ils visitent et qui font semblant de ne pas savoir pour avoir le temps de réfléchir pour vous donner une réponse. Et ça... Enfin bref, j'étais choqué, j'ai donné des coups de pied sous la table et j'ai interdit que dorénavant les Français disent le moindre mot. Il y avait que Montbrison qui avait le droit de parler avec les Chinois. Ça a été un sermon terrible que je leur ai passé. Non, c'est effrayant, c'est inimaginable. Et pendant 3 jours, nous les avons fait voir la Blonde d'Aquitaine, ce qui était la seule mission chinoise jamais venue en Blonde d'Aquitaine, en Gascogne. Et le lendemain matin du premier jour, enfin le dernier jour avant de partir, j'ai téléphoné au Quai d'Orsay en disant voilà, nous avons reçu cette mission finalement, et pour le bien de la France, pour le bien de l'élevage français, la note s'élève à tant de francs à l'hôtel, le restaurant. Vous seriez gentil de m'envoyer un chèque pour payer la note. La réponse c'est il n'en est pas question, monsieur. Vous avez pris cette mission en dehors de notre accord. Donc je dis mais elle n'avait rien à faire pendant 3 jours. C'était normal qu'on s'en occupe. Il n'y a rien à faire, nous ne payerons pas un centime. Alors le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai levé mon verre à... Après le petit déjeuner, j'ai salué l'ambassadeur. Ils allaient partir après le petit déjeuner et j'ai salué l'ambassadrice. J'ai dit que nous, parce qu'ils voulaient payer, et je leur ai dit nous n'en est pas question. Vous êtes dans le pays de cocagne, vous avez mis fin à la famine dans un pays le plus vaste du monde, le plus affamé du monde, la plus grande population du monde. Vous avez réduit, grâce à vos systèmes économiques, ce monde qui était dans la famine à vivre normalement. Ce serait malheureux qu'on vous fasse payer ici, là, dans un pays comme le nôtre. Hein. Alors, on a levé, on s'est tous mis debout, on a applaudi la Chine, et ça, ils ne l'ont jamais, jamais oublié. Et c'est grâce à ça que lorsque j'ai eu la possibilité de m'approcher de la Chine en mission au Bangladesh, c'est grâce à cela que je suis allé à Pékin, et que, avant de quitter la France, l'ambassadeur, le ministre chinois m'a dit si jamais un jour vous venez en Chine, vous êtes mon invité privilégié, appelez-moi dès que vous arrivez. Et quand je suis arrivé en Chine, par ce premier voyage que j'ai fait en Chine, en arrivant à Pékin, j'ai immédiatement appelé le ministre. Eh bien, tu ne le croiras pas, mais même pas 10 minutes, j'avais le ministre au bout du fil, et il m'a dit dans 3 quarts d'heure, soyez à tel hôtel, je vous attends. Et 3 quarts d'heure après, j'étais à l'hôtel et tu m'avais indiqué, et le ministre, vice-ministre de toute la Chine, de l'agriculture, de la mécanisation agricole, il m'attendait là. Il me dit, vous m'avez reçu en France comme personne, tout ce que vous voulez, vous demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donne. Et je lui ai dit, Excellence, la chose qui me ferait le plus plaisir, c'est de rencontrer le ministre de l'élevage de tout, parce que je venais en mission pour la Blonde d'Aquitaine. En fait, c'était même pas une mission, j'étais en vacances et j'avais choisi de faire ça pour la Blonde. J'ai rencontré le ministre de l'élevage de toute la Chine. Il me dit, le ministre de l'élevage de la Chine est à l'étranger. Vous avez un ministre similaire, qui est le ministre de la... Comment est-ce qu'ils appelaient ça? Du défrichement et du planification pour toute la Chine, notamment dans le plan de l'élevage. C'est un de mes amis. Je vais aller l'appeler. Il s'est levé, il l'a appelé,
même pas une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, le deuxième ministre était là. Un pays comme la Chine. Pour Christian de Montbrison, alors moi c'est fou quoi. Alors j'étais là et on a parlé, on a blagué, il a vanté l'accueil que j'avais fait, tout ça, avec un interprète bien sûr, tout ça. Et puis ils me disent en réfléchissant, ils partent en aparté, ils parlent, et puis ils me disent dans 3 jours, présentez-vous à l'hôtel Pékin, je vous attendrai. Ou je crois que c'était l'hôtel, le Pékin Hotel. 3 jours après, j'arrive là, et il y avait un minibus qui m'attendait, avec tous les experts de l'élevage de Chine dans le minibus, avec chacun un crayon, un papier et une note, pour faire la journée complète avec Christian de Montbrison, toutes les questions possibles et imaginables. Que voulez-vous voir? J'ai dit, je veux voir, vous avez les charolais, je veux voir les charolais. Alors, il m'amène voir l'élevage de charolais, et il me demande de leur faire un cours sur le charolais, il me montre le taureau charolais qu'ils avaient, de leur expliquer quelle est la différence avec la blonde d'Aquitaine. Alors j'aime autant me dire que ça a été du gâteau pour moi. J'ai fait un cours en montrant toutes les qualités du charolais, mais tout ce qui lui manquait pour arriver au niveau de la blonde d'Aquitaine. Après ça, ils m'ont emmené dans le... Je dis, ce que canard laqué, il faut que vous montriez votre élevage de canards. Alors ils m'ont emmené voir le grand élevage de canards de Pékin, fabuleux, les canards blancs, fantastiques, extraordinaires, depuis le petit jusqu'à partir à l'abattoir. Et après ça, maintenant, voyage de plaisir. Alors on rentre au palais d'été des empereurs de Chine, et moi je marchais au milieu de la foule avec les 2 ministres, tout le monde s'écartait, et je marchais comme si j'étais De Gaulle. C'était incroyable. Surtout que le palais d'été, il faut voir, hein, le palais d'été, c'est plein à craquer toute la journée, tous les jours. Parce que usine après usine, il faut que tout le monde ait été au palais d'été. Donc c'est le 14 juillet à Paris, tous les jours là-bas. Et plein à craquer. Alors, on est allé au palais d'été, on s'est assis dans une des maisons du palais, on m'a servi dans un cocktail, et puis ensuite on allait déjeuner dans les plats Ming, avec toute la vaisselle des Ming, et j'avais exigé que le secrétaire de l'ambassade de France soit là, de façon à ce qu'il y ait un témoin de l'accueil qu'on réserve à la blonde d'Aquitaine. Il fallait qu'il soit témoin. Et c'est là qu'il y a eu ce fameux repas que je te raconterai plus tard. Mais c'est à cette occasion que le ministre, heureux de me retrouver, m'a dit « Où voulez-vous aller en Chine? D'abord, vous allez venir chez moi dans le Fujian. Vous allez visiter le Fujian. Et vous allez m'aider à développer ma province. » Il était premier secrétaire de la province du Fujian, qui est la province face à Hong Kong. Donc la province la plus proche de... Qu'est-ce que je dis face à Hong Kong? Face à Taïwan. C'est la province la plus proche de Taïwan. Et donc, comme ils rêvent d'unifier Taïwan à la Chine, ils ont tout fait dans cette province pour attirer les Chinois de Taïwan sur la Chine. Donc là, j'ai donc fait un voyage, là je te raconterai après si tu veux, mais chez lui, je suis allé passer 15 jours, 10 jours dans cette province, mais il m'a dit, que voulez-vous voir? Vous venez m'aider chez moi, mais je voudrais vous permettre de voir quelque chose d'autre. J'ai dit, la muraille de Chine, tout ça, je veux voir, mais j'aimerais aller en Mongolie. Je rêve d'aller en Mongolie. Il m'a dit, moi, j'ai pas le droit d'y aller, parce que c'était l'époque du jugement de Mao Tse-tung, la femme de Mao Tse-tung. Les Chinois ne pouvaient pas aller en Mongolie, c'était interdit. Et c'était pratiquement zone militaire, la Mongolie intérieure était pratiquement chinoise, colonisée. Mais aucun touriste n'avait le droit d'aller en Mongolie. Et il me dit, je vous fais un papier, je vous fais un certificat pour que vous puissiez aller en Mongolie. Et j'envoie ça à la direction militaire de Mongolie. Et avec ça, vous devez pouvoir y aller et vous me raconterez ce qui s'y passe.
Et je vous ferai donner des interprètes. Et c'est comme ça que je suis allé en Mongolie. Et je t'assure que quand je suis allé en Mongolie, il n'y avait pas un secrétaire d'ambassade de France, pas un Allemand, un Européen qui a vu ce que j'ai vu. Je suis incontestablement le premier à avoir été dans des lieux au fin fond de la Mongolie grâce à ce ministre, puisque j'ai vu les grands journalistes allemands du Zeitung, je ne sais pas quoi, qui étaient à la capitale de Mongolie et qui avaient impossibilité de voir quoi que ce soit. J'étais à un moment, je suis trouvé dans un de leurs hôtels, parce que moi je logeais avec les généraux. J'avais un appartement gigantesque avec les généraux, et où le ministre de l'élevage de Mongolie venait avec ses équipes m'interroger dans ma suite. J'avais une salle de bain qui était presque 2 fois plus grande que le salon ici. C'est ma salle de bain. Et j'avais des divans 4 fois comme celui-ci, dans une grande pièce, où pour que que le ministre et moi on puisse s'asseoir au milieu du divan, mais autour, dans des fauteuils, il y avait tous les spécialistes de Mongolie qui me posaient des questions et je répondais sur l'élevage, etc. C'était très amusant. Je me sentais un peu comme Marco Polo arrivant à l'époque au milieu des empereurs. Et ça se passait dans la capitale. À Oukhokot. C'est la capitale de Mongolie intérieure. Et donc, là, tu n'as encore pas vu grand-chose. Non, j'ai rien vu de grand parce que j'arrive et on me dit vous allez voir le ministre demain. Alors je lui donne la lettre que m'a donné le ministre de Chine. On me donne 2 interprètes, un interprète chinois qui était mongol anglais, et il y avait un interprète donc qui était chinois anglais, un chinois qui m'a parlé, qui recevait il y avait un interprète mongol chinois et qui transmettait les messages du ministre, et l'autre interprète chinois qui venait de Chine, qui tremblait de peur d'être en Mongolie, ne peut pas savoir la peur qu'il avait, et qui me traduisait le chinois du mongol en anglais. J'avais 2 interprètes en permanence avec moi pour qu'on puisse communiquer. Et il me dit au bout de 24 heures, 48 heures, je vous organise un voyage en Mongolie, dans la steppe. Et donc, c'était au printemps, au mois de mai, quelque chose comme ça. La neige avait fondu. Et je suis parti en 4x4 avec j'avais 2 gardes du corps qui étaient les 2 champions de lutte mongols. Ils avaient quelque chose. Ils étaient aussi larges que hauts. Ils faisaient peut-être 1m60 de haut, mais presque 1m50 de large. C'était des types effrayants. Il y en avait, c'était fou quoi. Des chauffeurs qui ne savaient pas conduire, ils ne savaient pas rétrograder les vitesses, ça c'était nul, dans 2 4x4, et nous sommes partis vers un lieu qui s'appelle Jilingolo, où je suis arrivé, qui était une mine à ciel ouvert à quelques kilomètres de là. Et en arrivant à Jilingolo, qui était un village avec une genre de colline, moi, dès que j'ai posé mes bagages dans le genre de kibbutz, kolkhoz, où il y avait des tas d'inscriptions, etc., sur comment il fallait se conduire dans la vie, etc., j'ai quitté j'ai pris ma caméra et je suis parti à pied sur le haut de la ville, dans un vacarme de haut-parleurs qui te sortent de la musique à tue-tête. Dans toute la ville, il y avait des haut-parleurs qui, toute la journée, sortaient de la musique et des slogans communistes ininterrompus. Et j'ai assisté au coucher du soleil et c'était magnifique. Je voyais du haut du monticule
je voyais où il y avait, je pense, une statue, quelque chose d'un communiste quelconque, et le chef de parti, est-ce que c'était Mao Tse-tung, je ne me rappelle plus du tout, et il y avait des chevaux qui arrivaient de tous les horizons. C'était beau à voir. Vous voyez des chevaux qui arrivaient vers la ville, qui était, tout est plat là-bas en Mongolie, c'est plat, c'est comme l'océan. Et tu vois arriver des chevaux comme ça, 3 chevaux ici, 10 là, 2 là. C'est les nomades qui reviennent d'avoir visité leur troupeau de moutons et de chevaux qui sont à 10, 15, 20 kilomètres et qui rentrent le soir. Et moi je descends et tout d'un coup je vois un cheval avec un type là-dessus tellement extraordinaire. Il avait des lunettes, le monsieur avait des lunettes, mais il avait un cheval, il y avait une belle position. Je le prends en photo avec mon téléobjectif et puis je fais plus attention. Je prends 2, 3 photos de lui et puis je fais plus attention. Je rentre me coucher et je ne vais pas tellement... Il y a une chose assez amusante à raconter, c'est qu'avant de partir, là, ça me revient là maintenant, je suis arrivé à Djilingolo assez... Il devait être, je sais pas, on a mis 2 jours pour y arriver, il devait être 2 heures, 3 heures de l'après-midi, 4 heures de l'après-midi. J'étais tellement fatigué que quand j'ai posé mes bagages, je me suis couché par terre. Je me suis couché par terre pour dormir, carrément sur le gazon, au milieu du kibbutz et du kolkhoz. Quand je me suis réveillé, j'ouvre les yeux, je vois, je sais pas moi, 50 ou 60 personnes à 20 mètres de moi, en demi-cercle, pour me regarder. C'était quand même formidable, c'est impressionnant. Alors je rigole, je bouge, tout d'un coup, je m'assieds. Alors il recule un tout petit peu, et puis il y a les filles qui rient, il y a des... C'est impressionnant, c'est comme s'il n'avait jamais vu un homme comme moi, tu vois. Alors je me suis mis à 4 pattes, j'ai marché, j'ai fait... Alors ils ont éclaté de rire. Puis je me suis levé, je suis allé vers eux, ils ont eu tendance à reculer, puis j'ai fait comme ça, le geste d'approcher, que je ne suis pas une bête, je ne suis pas un sauvage, venez me toucher, vous voyez que je suis comme vous. C'était tellement drôle, tu ne peux pas savoir, c'est des gens tellement primitifs. Alors là, tu photographies le cavalier. Alors j'ai photographié le cavalier, le cheval, et bon, j'ai fait ma mission, là, j'ai fait plein d'autres choses, je ne vais pas te raconter, c'est pas tellement intéressant. Et puis je suis rentré en France, je suis retourné en Chine, puis je suis parti finir ma vie. Pourquoi tu photographies le cheval? Parce que j'ai photographié le cheval comme j'ai photographié quelques personnes dans la rue. J'ai photographié ce cheval et puis je suis rentré en France et j'ai montré à un de mes frères qui est spécialiste de chevaux, qui est Arnaud, je lui ai montré les photos. Il dit oh là là, mais ça, tu écoutes, Christian, tu as un cheval rarissime, là c'est un tarpan, il m'a dit c'est un tarpan. C'est un cheval, c'est le cheval de Gengis Khan, c'est le cheval des nomades d'autrefois, il y en a très peu, il n'y en a pratiquement plus. Garde cette photo, c'est précieux, et puis si jamais tu retournes, c'est intéressant d'essayer de savoir s'il y a les parents de ce cheval. Alors je développe ces photos en plusieurs exemplaires, c'était des diapos, je les développe en plusieurs exemplaires papier, et je les garde précieusement, et puis dans mes dossiers de la Chine, de la Mongolie. Et puis, 2 ans plus tard, je reçois une lettre du ministre de l'élevage de Mongolie me demandant de revenir, me disant votre mission a été intéressante, est-ce que vous pourrez revenir, on a des problèmes sérieux, et surtout on a un gros programme, on voudrait concurrencer la Nouvelle-Zélande en faisant l'importation des moutons de Mongolie, qui s'appelle Luchumuchin. On voudrait exporter les mâles à Koweït pour les fêtes de l'Aïd Kébir, où on ne prend que des moutons mâles non castrés, il faut qu'ils aient leurs couilles au cul, pour la fête musulmane.
Et évidemment, moi, entre-temps, quand j'ai su ça, je me suis renseigné sur quel était le nombre d'animaux que la Nouvelle-Zélande vendait en une seule journée à Koweït, et c'est plus de 100 000 moutons pour lequel ils ont fait, tiens-toi bien, un paquebot qui contient 100 000 moutons. Tu te rends pas compte, c'est inimaginable. 7-8 étages, c'est comme un paquebot. C'est énorme. Je crois que c'est les Allemands qui ont fait ce bateau. Je l'avais en photo, je dois l'avoir peut-être dans mes dossiers, je ne sais pas, mais je l'avais en photo, c'était fantastique. Et donc, j'ai simplement demandé, comme moi je ne connaissais rien en moutons, en dehors d'avoir été berger de moutons et autre fata, en Negev, je lui ai dit, quand même, est-ce que je peux emmener un ami avec moi qui est spécialiste des moutons? J'ai pris donc un ami, Alain Closier, avec moi. Je l'ai convaincu qu'il est bien avec moi. Je lui ai dit, je te paye le billet, tu viens, on se le sera remboursé par l'État, on se débrouillera. Et viens avec moi parce que... Et puis, faisons ensemble des enquêtes pour comment préparer 100 000 moutons en Chine pour aller au Koweït. C'était quand même passionnant. Alors, on a fait un voyage ensemble en Écosse pour étudier, c'est ce qu'il y a de plus intéressant sur la recherche scientifique des moutons en Europe. C'est l'Écosse qu'ils ont, à Édimbourg, ils ont un centre de recherche fantastique, enfin dans la région d'Édimbourg, je ne me souviens plus exactement où. J'ai vu tous les experts de moutons d'Angleterre et d'Écosse pour perfectionner mon programme. J'ai étudié les moutons en France en allant du côté de Limoges, là-bas, dans la région des moutons, pour voir, on a développé une coopérative fantastique a développé l'assimilation artificielle et tout ça, et donc ils m'ont donné les pleins pouvoirs pour les représenter en Chine. Donc je suis parti avec des films, des diapos et tout le processus pour essayer de leur vendre des paillettes, enfin, tout ce qu'il fallait, qui faisait l'industrie française pour la développer en Chine, être les premiers avant les Anglais et les Américains, tu vois, c'était vraiment un métier passionnant. Moi, j'étais passionné de mon métier, hein, c'était vraiment formidable. Et le problème de la mortalité des moutons en Mongolie est à 80% dû au vent qui tue les agneaux quand ils naissent à cause de la puissance du vent glacé qui les tue. Donc, je suis allé voir tous les spécialistes de lutte contre le vent qui ont mis au point, des filets pour arrêter le vent en plastique, dont les mailles sont de plus en plus rapprochées, qui fait que le vent arrive là-dedans et il est coupé. Et derrière le filet, en plastique, tu n'as plus de vent du tout. C'est formidable comme truc. Donc, j'ai... Ce sont les Mongoliens. Non, les Français, ici, oui. Avant de partir, j'ai pris tous ces tuyaux-là pour les développer au maximum. Et donc, nous avons fait un accord, on n'avait pas d'argent, on a fait un accord avec une fabrique de filets en plastique par vent, qui est du côté du Bourget, je ne me rappelle plus exactement où, il y avait en tout cas une représentation de ça. Et je me suis embarqué avec mon ami Closier sur la Chine avec un filet par vent qui était long comme... était au moins aussi long que ça, tu vois. Tu me vois arrivant à Roissy avec ce filet enroulé comme un filet de tennis, un énorme paquet, quoi. Le diamètre, c'est comme ça. Un gros diamètre, il fallait qu'on le rentre dans l'avion pour qu'on puisse le dérouler en Mongolie, faire une démonstration comme quand on arrêtait le vent. Voilà le truc. Enfin, en plus, j'avais assisté à une exposition d'élevage ici à Paris. Est-ce que c'était au salon agricole? Peut-être au salon agricole, où les Nouveaux-Zélandais, nos ennemis numéro 1, ils ne savaient pas qu'on allait être... faisaient la promotion pour sauver les agneaux des manteaux pour mettre sur les agneaux, des manteaux en plastique. Alors j'ai acheté au salon un sac de 5 kilos, facilement de 5 kilos, j'avais plusieurs dizaines, peut-être plusieurs cinquantaines ou 100 le truc en plastique que tu enfilais les pattes, tu mettais le nez dedans
Tu avais un agneau qui venait de naître, tu le mettais dans du sac en plastique et il était protégé contre le vent. Et il ne risquait pas de mourir comme ça, il était contre le froid. C'était génial, c'était un truc génial. Donc, je suis arrivé avec des cadeaux de Noël formidables pour les Chinois, avec tout ça. Et on a réussi à embarquer, on a fait les beaux yeux aux hôtesses de l'air, ils nous ont pas fait de surpoids, on était archi surchargés en poids. Et on est arrivé à Pékin avec tout ça. Et de Pékin, on est parti sur la Mongolie. Et en avion, en Mongolie en avion. Et arrivé là-bas, mais on a à Ukhokhot, on était prêt à partir à Djilingolo. Manque de peau. La neige est tombée tellement forte qu'on il y avait, je sais pas moi, 1 mètre de neige, impossible de bouger. L'horrible monsieur Mba, qui était le gars qui m'avait piloté la première fois avec mes 2 gardes du corps, il n'y en avait plus qu'un qui restait. Et nous avons dû poireauter 6 jours dans un hôtel épouvantable. Il faisait tellement froid qu'on mettait nos manteaux et nos gants pour aller manger le petit déjeuner en bas. On ne pouvait pas tenir, c'était effrayant. Il faisait moins 10 dans la salle à manger. Tu vois, c'était effrayant. Il faisait moins 10 dans la salle à manger. On se caillait, mais c'était dingue. Et enfin, finalement, on est parti. Et comme tous ces chauffeurs savent pas rétrograder, évidemment, en 2 temps 3 mouvements, en pleine piste, perdu sans aucun arbre, sans rien, dans la neige, c'était comme sur la Lune. T'as pas un seul repère, t'as pas une seule route. Tu tailles la route dans le... Pas un arbre. Tu tailles la route, pas un arbre. Tu sais pas comment ils font pour le dire, est-ce qu'ils ont une boussole ou quoi. Ils taillent la route comme ça, sans aucun arbre, rien. Et c'est plat. Alors de temps en temps, ça descend, ça remonte, mais... Et on s'est trouvé bloqué avec la pelle. Quelques ondulations, mais avec la pelle, on a dû... Pendant qu'il débloquait, une fois, je me suis écarté, et chose extraordinaire, je m'écarte, et puis je vois un petit monticule, je gratte, et il y avait une borne. Donc, une borne. On était donc sur la route, alors qu'il n'y avait aucune trace. Et en France, c'est quand même fou. T'as un camion qui est passé, j'ai pris la photo en disant, au moins quand on nous trouvera morts, il y aura la photo du dernier camion qui nous a vus. Tu vois, j'ai pris la photo du camion avec le... On n'était pas du tout sûr d'arriver. Finalement, on est arrivé, et puis on se chauffait avec les bouses de vache, quoi. C'est le seul machin qu'ils avaient pour se chauffer. Et puis, on visite. Et pendant 3 jours, je visite. Et puis, tout d'un coup, je rentre à la maison et je vois que j'ai perdu le couvercle de mon appareil de photo. Or, moi, après Djilingolo, après la Chine, je devais partir au Brésil, en Colombie, enfin, j'avais des missions permanentes tout le temps. Donc, il ne s'agissait pas que je laisse le couvercle de mon Canon je dis, est-ce que je peux aller chercher mon couvercle que j'ai perdu dans la neige là-bas, je crois savoir où je l'ai laissé. Il dit, c'est embêtant, monsieur Mba m'a dit, nous partons demain, nous rentrons demain à Ukhokhot, il faut partir à 6h du matin, bon, je vous passe une voiture pour aller chercher votre truc, vous partez à 4h du matin. Alors je repars à 4h du matin avec les phares dans la neige, où j'étais la veille, c'est tout un cirque. Et finalement, dans la neige, on se demande comment. Ils retrouvent la fameuse bergerie où j'avais vu des moutons, et j'avais photographié des moutons dans une bergerie fermée qui était spéciale. Et en fouillant, je trouve ma caméra. Je trouve le couvercle. C'est un coup de veine extraordinaire. Je trouve le couvercle, et puis les chiens se mettent à aboyer, 4h du matin, il devait être 5h30. Par politesse, je vais vers le yourt du nomade pour lui m'excuser, lui dire que j'ai cherché mon truc. Alors je lui explique.
puis j'avais emmené avec moi un des gars pour traduire, et j'avais emmené avec moi une barre de nougat de Montélimar pour laisser comme cadeau. Alors je lui tends, là, le type il venait de se réveiller, il dormait à moitié. Je lui tends là-bas, je lui dis, tu donnes ça, c'est cadeau du blanc pour le chinois, le nomade, pour le mongol. Et au moment où je lui donne la barre, je réalise que comment est-ce qu'il va savoir ce que c'est. C'est dur comme du fer, le gars de Montélimar, c'est dur. Il va le mettre sur sa cheminée et puis il va regarder ça comme un objet d'art européen. Alors j'ai tout d'un coup réalisé qu'il fallait que je le mange devant lui, autrement il ne saurait pas que ça se mange. Alors je l'ai cassé le plastique, vous savez, qui est autour, et puis j'ai mordu dedans, je dis, ah bon, et bon, il venait comme ça. Il sait, c'est le premier Mongol qui a mangé un nougat de Montélimar. Et ils sont en pleine mousse. Et puis on repart, et évidemment, au lieu de partir à 6 heures, au lieu de partir à 6 heures du matin, nous on arrive là-bas, il était 6h30, 7h, et on part. Il était furieux, et moi j'étais content, j'avais retrouvé ma caméra. Et on part sur la route, et j'ai oublié de te dire que quand je suis arrivé la deuxième fois, quand je suis parti de Paris, j'ai tout d'un coup pensé à mes photos que j'avais prises 2 ans et demi après. Et donc je les ai emmenées avec moi, les chevaux du cheval, au cas où. Et quand je suis arrivé à Djilingolo, qui était le même village où j'avais pris les photos, j'ai montré les photos à tout le monde, disant, vous ne connaissez pas? Ils m'ont dit, oh, on connaît, mais il a 50 moutons et il bouge tout le temps, il ne reste jamais sur place, vous ne pourrez jamais le trouver. Et bien là, sur la route, 1 heure après avoir quitté Djilingolo, en pleine lune, comme la lune, c'était blanc partout, la première commande car était devant, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois au bord de la route? Un type à cheval avec 50 moutons, et c'était mon bonhomme. C'est-à-dire que si je n'avais pas perdu ma caméra, on passait une heure avant et on le loupait. Donc sur toute la Mongolie, je le trouve, tu penses, j'arrête ma Jeep tout de suite, j'ouvre ma valise, je prends les photos et je cours vers le gars qui était là, il attendait qu'on passe avec ses chevaux, avec son cheval. J'arrive et puis je lui donne la photo. Je lui dis, regarde. Et le type, il prend la photo et il se voit. Et il n'a jamais vu une photo de sa vie. Il se voit, il ne comprend pas. Il me regarde, il est là. C'était impressionnant. Le type, je lui dis, tu gardes les photos. Et puis, c'était fou. Alors, ce qui fait que quand j'ai cette rencontre extraordinaire, c'est à se demander si mon voyage en Chine, c'était pas simplement pour retrouver cet homme. C'était pas, il n'y avait rien parce que le voyage en Chine, finalement, on n'a jamais vendu les moutons, on n'a jamais fait l'opération mouton, parce qu'il était incapable de la faire, il n'avait pas de transport, c'était une opération impossible, ils ne sont pas prêts de le faire avant 8 ans ou 10 ans encore maintenant. Non, jamais, ils les ont jamais pu. Le bateau a été fait et... Non, le bateau, c'était la Nouvelle-Zélande qui le faisait. C'est la Nouvelle-Zélande, mais eux voulaient faire la concurrence et faire ce que font les Nouvelles-Zélandes. Mais ils ne sont pas prêts de le faire. Il y a trop de pagaille en Chine pour arriver à faire des choses comme ça. Il y avait ni le chemin de fer pour amener les moutons du nord, de Mongolie jusqu'au port. Tous les systèmes. J'avais fait tous les plans pour 100 000 moutons, tu t'imagines. On avait fait les plans comment le vétérinaire, les traitements, les trucs sur le port de Tianjin ou un des ports du nord de la Chine. Ouais, vous êtes parti. On est parti, puis on n'a jamais fait ça. Avec ce cheval alors. Ce cheval, j'ai jamais vu. D'où il venait? On n'a jamais pu savoir. J'ai demandé, il a dit, on ne pouvait pas le savoir. Enfin, c'est intéressant, j'avais la photo de ce cheval. On a gardé une? On va en avoir une quelque part. J'ai plein de... Oui. Enfin voilà, c'est pour te dire que c'est... Toi, tu n'as pas du tout parcouru, tu n'as pas fait de cheval. Si, j'ai volé un cheval une fois. Comment tu as volé? À mon premier voyage, moi j'adore faire les choses qui s'offrent à toi. Alors, à mon premier voyage, je marchais dans tu sais, quand on arrive à un endroit comme la Mongolie, tu vas dans la brousse, tu
tu ne peux pas rester ou à l'hôtel ou à la chambre. Moi, il faut que je sorte, il faut que je vois comment vit le pays. Alors, je me promenais comme ça dehors dans la brousse, et tout d'un coup, je vois un homme qui marche en tirant un chameau, avec un chameau à 2 bosses, là, et il avait un cheval derrière, ou est-ce qu'il tenait le cheval devant, je ne me rappelle plus, mais enfin, il y avait un chameau et un cheval et un homme. Et cet homme, il passe à côté de moi à peut-être 20 mètres. Je me dis, mais il est noir, cet homme. Il y a des noirs en Mongolie. Jamais j'ai vu un type comme ça. Or, la peau, le soleil est tellement fort là-bas que leur peau est noire. Elle devient noire. C'est comme les hommes bleus un peu, tu vois. Ils ont une peau, mais alors, c'était impressionnant pour moi. La première fois que j'arrive dans un coin, de voir ça. Et il passe, et puis tout d'un coup, je marche, moi, et puis je vois un cheval qui broute à côté, là, pas loin. Un autre cheval. Un autre cheval. Je vois un autre cheval qui broute à côté, avec sa selle dessus et tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu es dans une immensité, tu peux pas aller loin, de toute façon. Puis ils sont tous cavaliers, ils ont envie de te retrouver. Mais simplement l'idée de faire du cheval, de monter sur un cheval et de partir au galop. Alors, je n'ai pas pu résister. J'ai approché le cheval, je lui ai parlé, j'ai attrapé la bride. Puis hop, d'un seul coup, ils sont pas très hauts, hein, d'un seul coup, je monte sur le cheval. Et me voilà par, tu sais que ces chevaux, dès que tu montes dessus, ils partent. Tu montes pas sur un cheval et ils restent là. Chez eux, dès que tu montes sur le cheval, ils partent au galop. C'était chouette. Donc évidemment, ça a été des hurlements. Parce que tu as l'impression que tu es seul, mais tu n'es jamais seul dans ces coins-là. Il y a des Mongols partout. Alors, j'ai compris que j'avais fait une connerie, qu'il fallait que je ramène le cheval vite là où je l'avais pris, et je l'ai ramené, puis le type piquelait, comment tu as pris mon cheval, etc. Je dis, je comprends rien. Voilà, prends ton cheval, serre-moi la main, tout, c'est comme ça. J'ai fait la même chose au Caucase, alors c'est... Je montais bien, mais maintenant, c'est fini. Mais j'ai fait la même chose au Caucase, où je suis allé au Caucase. J'ai pas pu résister. J'étais dans un autobus avec les Anglais, les Américains, les Allemands, les Italiens, à une porte aux enchères où j'étais parti pour représenter Douming, le milliardaire communiste français. Là. Et je représentais la France à cette vente et je n'ai pas pu résister. Les touristes étaient là en train de se reposer après une vente aux enchères. Il y avait des chevaux qui paissaient avec des selles dessus. Moi, j'ai posé ma caméra dans l'autobus et j'ai sauté sur le premier cheval et je suis parti au galop dans la montagne. C'était pouvoir faire du galop sur un cheval caucasien au Caucase, c'était le rêve de ma vie. C'est un rêve. Il faut pas. Quand il y a un rêve qui passe, il faut le prendre. Alors, comment tu contactes avec lui-même? C'était quoi? Je vais t'expliquer. Douming habitait à Noé, c'est une petite ville à côté de Toulouse, où il a monté des démonstrations d'élevage. Il était passionné d'élevage, en dehors de s'occuper du sucre avec Cuba et du riz avec les Chinois et du thé avec les Chinois. Il était personnellement, dans sa propriété, intéressé, c'était un paysan d'origine quand même, il était intéressé de développer toutes les techniques de feedlot, il avait été aux États-Unis, il avait vu tout ce qui se passait dans le monde, il voulait développer la France dans un modèle industriel, agriculture industrielle. Évidemment, Montbrison, il faisait beaucoup parler de lui dans l'élevage blonde d'Aquitaine. Moi, j'étais le responsable. Les journaux me parlaient de moi presque tous les mois, parce que je revenais d'une mission, j'étais dans les journaux. Et évidemment, il s'est dit, il faut que j'élève des blondes d'Aquitaine, puis surtout, il faut que je vende des blondes d'Aquitaine aux Russes. Et moi, je me suis approché de Douming pour essayer de lui dire, écoutez, vous êtes... Alors, il m'a invité chez lui. Et il m'a dit, écoutez Montbrison, je vois que vous comprenez bien le problème, vous allez me représenter là-bas, et j'ai dit, écoutez, moi je vous représente là-bas que dans la mesure où vous avez vos représentants à Moscou, vous n'avez pas besoin de moi. Mais si vous me faites m'aider à rencontrer le directeur de l'élevage de toute la Russie,
comme j'ai réussi ou je vais réussir avec les Chinois, moi je vous tire mon chapeau et la blonde d'Aquitaine vous soit éternellement reconnaissante. Débrouillez-vous pour me ménager ça. Et c'est comme ça que Domingue m'a convoqué chez lui plusieurs fois. Tout ça c'était secret, hein. On n'a pas fait du bruit avec ça. Et il se trouve qu'un jour, j'apprends que le grand patron justement, l'ambassadeur, enfin le directeur économique de l'ambassade de Russie à Paris, venait à Agen pour rencontrer peut-être Domingue, mais pour essayer de organiser l'élevage, la réception de chevaux d'engraissement que les Russes voulaient vendre à la France, pour qu'on les engraisse. Alors, des chevaux. C'est des chevaux d'engraisse, souvent. Ah oui, il y avait encore des chevaux qu'on engraissait. Hein. Il y avait encore à l'époque pour les manger, pour les boucheries chevalines. Ah oui, moi j'ai jamais pu manger un cheval, mais enfin, moi non plus, c'est épouvantable, mais il y a quand même des boucheries chevalines encore, pas beaucoup aujourd'hui, mais il y en avait encore en 1950, 70. Oui, mais enfin les Russes ont des chevaux et ils exportent des chevaux de boucherie à la France qui les engraissent un peu avant de les vendre. Et donc ils avaient un lot de chevaux qui devait arriver en Bretagne, quelque part, je ne sais plus exactement où, en Normandie, je ne sais pas dans quel port. Et ils descendaient à Bordeaux et à Agen pour négocier des opérations. Et moi je me dis, il faut absolument qu'on les accroche. Comme on était très actifs, Poto et moi, directeur de la Blonde d'Aquitaine, on monte un coup ensemble. Et je lui dis, écoute, tu vas leur faire croire que je suis un grand expert de chevaux. Et on les invite à déjeuner, on les invite à dîner, on fait un grand gueuleton avec beaucoup de bon vin et d'armagnac. Et moi j'amène tous mes albums de chevaux de Mérins, parce que j'étais éleveur de chevaux de Mérins. Et je leur monte le coup. Tu dis rien, mon père était dans le polo, je lui explique un peu que ma famille connaissait les chevaux, que j'étais dans la cavalerie à Saumur. Tout ça, c'est des atouts, des arguments majeurs. Et on réussit à les avoir à dîner, en tête à tête, les deux spécialistes de l'ambassade de Russie, que je connaissais déjà avant pour avoir préparé des opérations pour essayer de sortir l'exportation des blondes d'Aquitaine sur la Russie. Et donc ils me connaissaient de nom, je les avais vus à des salons agricoles et trucs comme ça, et ils arrivent et en tête à tête, moi j'apporte mes albums que je mets sur une table à côté, on était dans un petit salon privé pour négocier. Et puis, j'ai dit à Poto, quand on arrive au bon moment, je te donne un coup de pied sous la table et tu leur sors la phrase, mais vous ne savez pas, Christian de Montbrison est un grand expert de chevaux. Ça, on avait préparé le coup. Alors, à leur hache, un coup de pied sous la table et « Ah, monsieur, vous ne savez pas que Christian de Montbrison... » Ah bon ? Mais ouais, j'ai apporté quelques photos comme ça pour vous montrer. Alors, je montre les photos et ils me disent... Eh bien, écoutez, nous avons la première vente aux enchères de chevaux arabes. Ah, ben les chevaux arabes, je connais bien, j'étais au Maroc, j'étais en Algérie. Il y a une grande vente de chevaux arabes mondiale, il y a des Américains, ils étaient sur. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis, mais oui, bien sûr, mais à condition que je puisse parler des blondes d'Aquitaine. Là, il me dit, il n'y a pas de problème, je préviens M. Domingue et je vous fais faire un billet et tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, je suis parti là-bas, Domingue m'a appelé, m'a dit, Montbrison, je vous paye votre voyage, on fait fêter sur le cheval, je vous fais confiance, vous êtes un expert, vous m'achetez le cheval numéro 1 le cheval numéro de la vente aux enchères. Et je vous réserve les rendez-vous pour l'élevage de la blonde d'Aquitaine, et puis,
si vous réussissez la mission, eh ben, écoutez, je vous prends avec moi, il n'y a pas de problème. Alors je pars. Évidemment, quand tu as le choix, tu veux pas faire ça dans les avions français en Europe, mais là-bas, on a le choix, surtout quand on est persona grata. Donc j'ai choisi d'être en queue, et les paysans sont montés après moi, et se sont assis, et les généraux, évidemment, ils étaient devant, là où ils voulaient, et ils ne faisaient pas attention à moi, ils ne me connaissaient même pas. Simplement, Doumergue avait donné les ordres formels. Et les gens de la Russie, Montbrison et persona grata de Doumergue, il sort de l'aéroport avec les généraux et voilà. Donc conduisez-le comme une grande personne. Et donc, dans l'avion, qu'est-ce que je vois? De Moscou à Piatigorsk, qui est dans le Caucase, je vois une chose merveilleuse que j'ai jamais vue en Amérique. Je me dis, ça, il ne faut pas que je rate. Je vais en Amérique dans 15 jours. Je veux prendre ces photos et leur montrer comment les Russes luttent contre la désertification, contre la dégradation des sols, etc. Ils ont quadrillé de haies gigantesques pour empêcher la steppe de le vent de balayer toute la terre arable. Alors c'était pour le Middle West, qui est complètement devenu bousillé par la culture agricole, par les méthodes agricoles américaines, c'était une leçon formidable de leur montrer. Donc moi, tu sais, j'étais écologiste, je m'occupais de tous ces trois problèmes-là. Dès que je voyais un truc comme ça, je disais, il faut le montrer aux autres. Même si c'est des communistes, on n'en a rien à foutre, c'est pour montrer ce que l'Amérique peut faire la même chose. Oui. Et donc, je prends des photos autant que je peux. Je prends une pellicule entière, depuis l'avion, depuis le hublot, etc. Quand on arrive, quand on se pose à Piatigorsk, et puis tout le monde sort. Moi, j'étais à la queue de l'avion, donc je sors le dernier. Et qui vient me chercher à l'avion? Le grand patron de tout le commerce de la Russie. C'était pas n'importe qui. Parce qu'il était en cheville avec Doumergue, et que Doumergue lui avait dit, il y a dans l'avion Montbrison. Donc il est venu me chercher. C'était le grand chef de Prodintorg. Prodintorg, c'était l'organisme d'achat de tout ce que l'URSS achetait en Europe, ou dans le monde. Donc, tu sais, j'étais quand même un personnage. D'ailleurs, ils avaient mis un tapis sur 50 mètres pour descendre. Alors, il m'accueille, tout ça. À peine, je suis accueilli qu'un colosse du NKVD, de la GPU, de la police secrète russe, arrive presque au pas de loi, tu sais, avec son revers et tout le truc. Il arrive droit sur nous, il dit « Caméra, photo ». Il m'oblige à sortir mon appareil de photo, et à ouvrir et à lui donner la pellicule. Puis encore, j'avais été dans l'avion, les espions dans l'avion avaient passé le message au pilote qui a passé la radio. Il y a un gars qui prend des photos, c'est fou quoi. Et pourtant j'étais le dernier, j'étais là le dernier. Ouais. Et ça avait beau être des paysans, il y en avait un qui était un agent secret qui devait me surveiller. C'est fou quoi. Alors j'ai eu vraiment peur, hein, parce que j'aurais pas eu le grand patron de Prodintorg. Ouais. Je lui ai expliqué, lui il parlait l'anglais évidemment. Je lui ai expliqué, c'est absurde, je voulais justement montrer à l'Amérique l'avantage de la Russie sur l'Amérique dans ce problème-là. Je me suis défendu comme ça. C'est toi qui te présentais Doumergue? Oui. C'est pas lui qui te présentait? Il n'était pas là, je représentais Doumergue. Je représentais Doumergue à la vente aux enchères. Une vente de quoi? Une vente de chevaux arabes. Et j'ai acheté le cheval le plus beau du monde pour Doumergue. D'ailleurs, dès que j'ai levé mon bâton, c'est ça qui était formidable, la puissance de Doumergue était incroyable à l'époque. Tu sais, il y avait les Anglais, les Allemands, les Américains, il y avait plus les richissimes du monde entier qui étaient là pour passer le ventre. C'était la première
vente aux enchères des plus beaux chevaux arabes du monde. Moi, je n'avais jamais été à une vente aux enchères de chevaux. Tout le mec m'a dit, vous allez là-bas, je vous paye le voyage, vous vous démerdez. Et on fait 50-50 avec le cheval. Alors, 50-50, c'est-à-dire que... Qui a vécu dans la chaîne du cheval? Oui, ben, ça c'est à 50-50. Attends, mais non, tu connais les affaires. Non, c'était pour le revendre après. Oui. Parce que l'acheter... C'est ta part. L'acheter, c'est rien, on n'avait pas besoin de le payer. Mais c'est pour le revendre. Donc, moi, comme je voyageais dans le monde entier, je connaissais les plus richissimes Américains du Sud, du Nord, d'Amérique, des États-Unis, de Caracas à Venezuela. C'était rien à vendre ce cheval. C'était le cheval le plus rarissime au monde. C'est que... Il avait de rare ici. Ah, on n'a jamais vu un cheval comme ça. D'ailleurs, moi, j'en ai jamais revu. Il était d'une beauté. C'était une pouliche, une femelle. C'était à se mettre à genoux. D'ailleurs, tous les gens étaient médusés. Et alors, moi, tu sais, avant la vente, tu te promènes, tu regardes les chevaux dans les box et tout ça. Moi, je note que ce cheval-là. Je vois ce cheval, je dis, ça, c'est le seul que je vais demander. Alors, la vente se passe, je sélectionne, et puis la vente commence, et je les laisse acheter, puis tout d'un coup arrive cette jument. Et bien, quand je l'ai vu arriver dans le ring, là, dehors, c'était en plein air en plus, en plein jour, c'était magnifique. Moi, on avait chacun un bâton avec un cadre en bois, il y avait marqué Germany, England, moi j'avais France. Et dès qu'elle arrive et qu'il commence la chose, il laisse un prix, 2 prix, 3 prix, je laisse monter un petit peu, puis quand je vois que ça vaut vraiment le coup, je lève. À peine j'ai levé, bang. Et pour quelle raison? Adjugé à Montbrison tout de suite, parce qu'il avait reçu les instructions. Si Montbrison lève le machin, vous tapez tout de suite. Parce qu'il savait que il savait que je représentais Doumingue, il était connu, il était archi connu, Doumingue. C'était le grand bonhomme. Et mon vieux, tout le monde, il y avait quand même le plus grand expert des chevaux arabes du monde, une femme polonaise, parce qu'il ne faut pas oublier que Napoléon, quand il a gagné, quand il est allé en Égypte, aux pyramides, il a ramené les plus beaux étalons d'Arabie Saoudite, d'Égypte. Il a ramené les plus beaux étalons. Et puis, il les a foutus à Varsovie, puisqu'il était amoureux là-bas, et quand il a pris Varsovie, il a monté un rat à Varsovie. Ça remonte de cette époque-là. Et quand Nasser a demandé aux Russes de faire le barrage d'Assouan, en échange, il leur a laissé la liberté de prendre les plus beaux étalons d'Égypte. Parce qu'il est magnifique de les voir. Et ils les ont tous mis à Varsovie, dans le haras de Varsovie. Mais quand ils ont vu que maintenant il y avait la guerre froide et tout ça, ils se sont dit on ne sait jamais ce qui peut arriver, on emmène tous ces étalons, tous ces chevaux, on les amène au Caucase, à Piatigorsk. Et c'est là que je me suis trouvé, et c'est là qu'est sortie cette pouliche absolument miraculeuse, qui fait que quand le bâton est tombé, si tu avais vu les Américains, les Anglais, les Allemands, les trucs, plus la grande présidente mondiale du cheval arabe, qui m'a dit vous avez la plus belle jument qu'on ait jamais vue de notre vie. Je pense que j'étais fier. Je me dis cette bête-là, elle va venir à Paris, je la présente au salon du cheval à Paris pour le faire monter les enchères, et je la vends aux courses à Caracas, au patron des courses de Caracas, ou à celui de Sao Paulo, ou celui des États-Unis. Je m'en fous, je les mets tous en concurrence, et on partage 50-50, je le vends 10 fois, 20 fois le prix que je l'ai acheté. Alors, ce qui était formidable, c'est qu'à cette vente, on n'avait pas besoin de payer, il suffisait de signer.
J'avais pas un sou, je pouvais pas le payer un sou, j'avais pas un rond. Donc je m'en foutais. L'essentiel c'était qu'elle arrive en France. À ce moment-là, j'aurais trouvé le moyen de, avec le pédigré, avec la signature de Doumenc, en disant que c'était 5 ans, n'importe quel banquier m'aurait avancé l'argent. Et on m'a donné tous les pédigrés et tout, et je te dirais que c'est la seule fois de ma vie que je me suis saoulé, parce que la fête a été tellement fantastique, parce que tout le monde me portait en triomphe, tout le monde me disait. C'est comme ça que je n'ai pas hésité à monter sur un cheval après cette vente et de m'enfuir au galop dans la montagne. J'étais persona grata, d'ailleurs, pour te dire, j'ai tellement persona grata que je suis le seul à qui les Russes ont donné ce livre, alors que les autres, chacun en partant, ils ont eu droit à un stylo bic. Ils ont eu un stylo bic. Or moi j'ai eu ce livre, voilà le cheval, voilà les chevaux. C'est là où je suis allé, au galop, là-haut. Et voilà mon copain là-bas. C'est mon copain ça. Il m'a dit vous venez quand vous voulez. C'est mon copain, regarde-le. C'est lui là, c'est formidable. Et ils m'ont donné, et c'est là où j'étais. Ça c'est le mont Elbrus, c'est là que j'étais. Oui, c'est extraordinaire. Et quand je suis redescendu. Qu'est-ce que tu as fait lors de ce cheval? Alors ce cheval, inutile de te dire que les Russes ils ont bluffé. C'était pour attirer tous ces gens-là avec ce cheval, en faire toute une histoire. Alors le soir il y a une grande fête avec tous les vainqueurs de Stalingrad, il y avait des manchots, des amputés, des décorés comme ça, qu'on a bu du vodka, du champagne, du whisky. Enfin, ils m'ont saoulé complètement. J'étais malade comme jamais j'étais de ma vie. Pendant 2 jours, j'étais malade. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce cheval? C'est que c'est très facile. Quand j'ai tout préparé pour le recevoir, j'avais même pris un box au salon du cheval en hiver, ou qui a lieu toujours à Paris en hiver. Et j'avais prévu que le haras de Pompadour, je sais pas quoi, le loge avant d'arriver, le reçoive et l'amène là. Enfin, tout était organisé. Et puis on a reçu un télégramme des Russes. Nous sommes désolés, votre cheval n'a pas réussi à passer les tests sanitaires. Il ne peut pas partir. C'est tout, c'est ça. Et ils l'ont gardé pour faire d'autres enfants de cette jument. Donc, les Américains, etc., lorsque... Ah oui, ils pouvaient rien dire, c'était la et après, ils m'ont fait une fête, ils ont dit, tu as le plus beau cheval. Allez, Montbrison, c'était fantastique. Dans l'autobus, c'était la fête. C'était vraiment une chance inouïe d'avoir fait cette expérience. Nous étions à Pékin. Non, on ne l'arrête pas. Quand nous étions à... Pourquoi ça va pas? Non, quand nous étions à Pékin, tu m'as dit, raconter le repas. Ah oui. Alors, c'était quoi ça? On passe de la Russie du Caucase à la Chine. On revient en arrière. Oui, ce repas, c'était quelque chose. Après avoir bu les apéritifs et fait les toasts d'honneur à chacun des autorités qui m'invitaient, et que eux me fassent un discours, etc. On est passé à table. Et la table, il y avait, parce qu'il y avait donc les 2 ministres, et en plus il y avait le préfet de Pékin, plus le représentant de l'ambassade de France, qui était un ami de mon beau-père et grâce auquel j'ai réussi à venir en Chine. Il m'a aidé en partie. Et je ne me rappelle plus son nom, il habitait le Lot-et-Garonne, mais il était eurasien et il connaissait bien la Chine, et donc il connaissait parfaitement le chinois. Et il était le conseiller de l'ambassade de France à Pékin. Je voulais qu'il y soit témoin. Alors nous étions assis autour d'une grande table ronde, avec au milieu une petite table ronde qui tourne, sur laquelle on met les plats, qui est à portée de main.
Et moi, j'étais en Chine, j'ai compris que les invités d'honneur ne sont pas écrits assis à la droite, mais à la gauche. Donc j'étais à la gauche est-ce que c'était du ministre, oui, justement du ministre Xiangnan qui m'invitait. Il y avait le ministre de l'élevage dont je t'ai parlé, qui était là aussi, et le préfet de Pékin, et puis d'autres personnalités. On était quand même assez nombreux autour de la table. Alors ils apportent le premier plat, et après le premier plat qu'ils m'apportent, on m'apporte une petite assiette ronde, avec dessus une figurine, une figurine de 10 cm de hauteur, en mie de pain peint. Une figurine représentant, est-ce que c'était la vieillesse, le courage, la longue vie, l'espérance, enfin c'est des symboles de l'histoire mythologique chinoise, et qui a été fait à la main en mie de pain, peint mais méticuleusement comme une miniature. On ne peut pas imaginer comment ils arrivent à peindre les boutons, le regard, la barbe, les cheveux, tout ça, mais c'est admirable. Je les ai gardés, je les ai à la maison, je te les montrerai au pain quand tu viendras, dans les boîtes en carton spécial qu'ils me l'ont donné avec, que je garde précieusement. À un moment, j'avais pensé le mettre sous plastique, comme du verre, tu sais, le plastique collant, pour le garder intact. C'est de toute beauté. Bon. C'est un grand honneur. Ils ne le font plus, ça ne se fait plus. C'est des honneurs qu'ils faisaient autrefois aux invités de marque. Donc, à 3 plats principaux, j'ai eu à chaque fois une assiette. En fait, finalement, j'ai 4 figurines comme ça, qui représentent des symboles. Mais la chose le plus extraordinaire, c'est lorsqu'est arrivé le plat principal, qui était un énorme poisson cuit au courbouillon, et qui, à ma stupeur, je voyais dessus le parement d'herbes rares ou je sais pas quoi, et à ma stupeur, le poisson ouvrait la bouche et respirait. Alors, elle servit à table d'un poisson cuit qui respire. Dès qu'on a vu ça, je regarde tout de suite l'attaché culturel français, et je lui dis, mais ils ont mis un appareil dedans, c'est électronique, c'est quelque chose. Il me dit, non, mais moi en tout cas, il se lève et il dit, moi en tout cas, je ne peux pas manger ça. Moi, j'étais un peu outré de penser qu'un conseiller d'ambassade dans un pays étranger a cette réaction, parce que moi je trouve que même si c'était un morceau de chair humaine, il fallait le faire, il fallait le manger, parce qu'on est chez des gens dont c'est la coutume et il ne faut pas discuter. On fait un autre métier. Enfin bref, lui se lève et il prend sa caméra, qui est comme excuse, et il filme le poisson qui respire. Il avait un appareil de film. Moi, je demande la permission de me lever, je prends mon appareil, qui était un Canon, et je photographie, mais dans la photo, on ne voit pas que ça bouge. Donc, enfin, bref, j'ai photographié aussi le poisson. Je dois avoir la photo quelque part. Et je photographie le poisson, je me suis rassis, et à ma stupeur, il y a le Xiangnan, il plonge ses baguettes dans le poisson, qui respire, et il me met dans mon assiette le morceau de poisson cuit. Donc c'est quand même impressionnant de voir. On sait tous qu'un poisson qui n'est pas cuit, on ne peut pas l'enlever la chair. Là, il enlève la chair carrément, il le met dans mon assiette. Alors là, Elle était découpée, cette chair. Non, pas du tout. Il plonge dedans, le poisson était comme tu prends un saumon grillé, ben, tu peux prendre le truc dedans, tu sors le poisson. Donc tu découpes. Avec les baguettes. Avec les baguettes, il était coupé ce morceau. Non, il plonge. La baguette ne coupe pas. Non, mais il t'arrache le morceau. Il t'arrache le morceau avec les baguettes, comme il prend un morceau de poulet. Ouais. C'est fantastique. Donc le poisson était vraiment cuit. Et il était cuit et il respirait. Mais il n'a pas respiré 1 heure. Hein. Il a respiré, mettons qu'il ait respiré 4 minutes peut-être. Tu vois, 4-5 minutes. Il a respiré 4-5 minutes, ça c'est sûr. Alors, c'est très impressionnant, tu comprends? Comment c'est possible?
Alors, donc on mange, on fait le truc, et moi, le poisson était très bon, il était parfait. Et comme on continue à discuter, que tout le temps ils te disent que ça vous fait plaisir, qu'est-ce qui peut vous faire encore plaisir? Je dis, ben, moi ce qui me ferait plaisir, c'est de voir le chef après le repas. Ça, je voudrais le féliciter, je voudrais voir le chef après le repas, n'importe qui aurait fait la même chose. Hein. Alors, j'ai la photo du chef. Un petit chef minuscule avec un chapeau de chef français, tu sais, c'est inouï de voir ça. Il vient après le repas et on fait temper, évidemment, on boit l'alcool de riz, on boit la santé, je leur fais boire le plus possible pour qu'ils puissent délier leur langue, ils me donner les secrets. Et ils me racontent que c'est très simple, c'est un poisson des montagnes d'Himalaya extrêmement vigoureux, qu'on élève... Qu'autrefois, on l'amenait de l'Himalaya avec de la glace de l'Himalaya. C'est un poisson qui vit que dans les eaux très très glacées. Donc avec les frigos d'aujourd'hui, c'est facile, ils maintiennent le poisson au froid maximal. Et quand c'est l'heure de faire la cuisine, de le servir, ils le mettent dans un courbouillon préparé dans une grande cuvette haute comme ça, qui est bien haute comme ça et dont le couvercle est percé. Ils enveloppent la tête du poisson dans de la glace pilée et dans un chiffon très épais et isolant de la glace pilée. Et ils plongent le poisson par la queue dans le trou du couvercle et il est saisi immédiatement dans l'eau du courbouillon et le cerveau continue à fonctionner comme quand on coupe le cou d'un poulet qui continue à courir. Et donc, c'est le réflexe qu'il ouvre la bouche comme ça, et c'est tout. C'est formidable. Alors évidemment, comme 15 jours après, j'étais à Sao Paulo, où je dormais dans un hôtel, je crois que c'était Holiday Inn ou un truc comme ça, dont le directeur du personnel était un ami, c'était le genre d'un de mes très grands amis. J'étais reçu, tu t'imagines, je lui ai demandé à raconter l'histoire au chef de l'hôtel et tu t'es émerveillé, je ne pouvais pas imaginer une chose pareille. Je lui ai dit, ben écoutez, vous pouvez toujours essayer. Alors quand je suis retourné 3-4 mois après, parce que j'allais souvent à travers le monde, je passais 7 mois de l'année en avion à l'époque, hein, j'étais tout le temps dans un avion d'un pays à l'autre. Je suis repassé, peut-être moins d'un an après, à Sao Paulo. Je lui ai dit, alors, vous avez réussi? Il a dit, on a essayé 3 fois, on n'a jamais réussi, parce que leurs poissons ne sont pas ceux de l'Himalaya. Mais enfin voilà, c'était très impressionnant. Et le ministre m'a dit, ce n'est que la 2e fois dans ma vie que je le fais, parce qu'on ne peut pas faire ça souvent. Bon, de dire la chance que j'ai eue, c'est fou, quoi. J'ai été gâté, d'ailleurs le gars de l'ambassade m'a dit, jamais on a vu, il a passé la journée avec nous complètement, depuis la visite du matin jusqu'à le repas au Palais d'été. Il me dit, jamais aucun président de la République, que ce soit Giscard d'Estaing ou les autres, n'ont jamais reçu un accueil comme vous avez reçu. Tu te rends compte? C'est fou. J'ai reçu un accueil, mais c'était fou. Simplement, c'est à cause de l'accueil que j'avais fait en France. Tu n'as plus eu après de contact avec les Chinois? Si, j'ai eu un contact avec les Chinois parce que, comme tu sais, je suis très lié à Israël. Et à l'époque, Israël n'était pas reconnu par la Chine. Pas reconnu par la Chine. Ça ne connaissait pas, il fallait surtout pas parler à la poste de la Chine. Le dessin dans les cartes géographiques, Israël n'existait pas. Et c'était un refus complet de reconnaître Israël. Or, moi, je savais l'importance pour Israël d'avoir l'énergie chinoise du charbon, parce qu'ils ont énormément de charbon, ils ont des mines de charbon gigantesques. Mais il faut quand même qu'on essaye de choses. En plus, il se trouve qu'il y a d'énormes champs de coton en Chine. C'est une zone cotonnière considérable. On ne s'en rend pas compte parce qu'il y a 1 milliard d'habitants, mais c'est fou.
Et puis il y a ce problème démographique en Chine qui fait que ils ne savent pas comment freiner la population. Et donc on est obligé de tuer les filles qui naissent pour qu'il y en ait moins. Et donc à l'époque on tuait les filles, on n'avait pas le droit d'avoir une fille. Oui, ils en ont gardé forcément, mais on n'avait pas le droit d'avoir plus d'une fille ou une chose comme ça. Enfin, c'était la loi. C'était la loi. Et donc, aider la Chine pas par des préservatifs, mais par un système qui les rendrait moins féconds, les hommes, ce serait formidable. Or, même instant où j'étais... C'est ça qui est formidable, c'est que ça correspond à mes moments de vie, à moi. Au moment où moi, je connaissais Israël, j'étais en Chine, je découvre qu'en Israël, ils ont découvert la manière de faire du pain avec du coton. Donc, famine en Chine résolue par le coton, si on peut faire du pain avec du coton, c'est fabuleux. Et si en plus, grâce à ce coton, on peut rendre les hommes moins on peut... il y a dans le coton, dans la graine de coton, il y a un pouvoir stérilisant pour l'humanité, pour les hommes. Et les Israéliens sont les seuls au monde, que les Américains ont essayé, ils ne sont jamais arrivés. Les Israéliens sont les seuls à avoir trouvé le moyen de séparer les choses nocives du coton pour le rendre comestible, la graine de coton comestible et stérilisant. Donc j'avais des arguments majeurs. Ah oui, j'en suis sûr, j'ai tous les dossiers. J'avais tous les dossiers. Et d'ailleurs, l'usine en Israël de ça, à l'époque, je te parle moi de 1980, je te parle de 1980, il y a 22 ans. L'usine était comme le Cap Canaveral, interdit formel de rentrer, c'était top secret. Et donc, on me l'a fait visiter. Quand je leur ai dit que j'allais en Chine, j'ai fait un voyage d'expert en Israël pour leur expliquer les possibilités qu'Israël de développer ça en Chine. Comment étais-tu au courant de cette découverte faite par les Israéliens? C'est que je me suis penché sur toutes les gens qui faisaient du coton. Parce que quand j'ai su que les Chinois faisaient du coton, je voyageais beaucoup. Le meilleur coton qu'on a jamais fait, c'était au Paraguay, par les Français. Les Français avaient la plus grande recherche de coton du monde. C'est eux qui ont appris à faire du coton dans le monde entier. C'était des grands promoteurs de coton. C'était dans le 16e à Paris qu'il y avait l'Institut du coton à l'époque. Et donc, comme j'allais au Paraguay, que j'avais appris ces choses-là, quand je vais en Israël, je leur parle du coton du Paraguay, du coton de choses. Tout ça, ça fait que de fil en aiguille, on m'apprend qu'à l'hôtel Hilton à Tel Aviv, on mange du pain de coton. Alors j'ai des amis quand même en Israël qui me permettent d'accéder à ceci et cela, qui ont dit, vous savez, Christian va en Mongolie, il va en Chine, on doit peut-être pouvoir... Tu manges du pain de coton, mais comment sais-tu que le coton est stérilisant? Parce que quand tu rencontres l'usine, je demande d'expliquer-moi comment ça marche tout ça. Quels sont les dangers, comment vous avez fait pour le rendre possible, et en quoi c'est stérilisant et tout ça. Et ils me disent, il y a un argument de plus pour la Chine, c'est qu'il est stérilisant et que vous devez pouvoir l'utiliser pour discuter avec les ministres chinois. Comme moi j'étais ami avec le ministre de l'Agriculture, j'avais accès partout. Donc c'était passionnant, je te dis, c'était absolument passionnant. Et je me dis, la chose c'est de faire venir les Chinois en Israël, parce qu'ils se rendent compte et puis qu'on essaie de faire les organisations. Voilà, donc ça c'était vraiment... Je te dis, en plus, j'ai connu les plus grandes pépinières, parce que tu sais que... Ils viennent faire venir les Chinois Oui.
Alors, oui, je peux pas trop tout raconter, mais enfin bref, je peux pas trop tout raconter. Mais ce qui était fantastique, c'est que c'était à l'époque où moi, j'étais invité par les Mongols en plus, qui était quand même impensable. Quel Européen a été invité à cette époque-là par les Mongols? Je voyais les avions arriver à Djilingolo, qui se posaient à Urkhot, avec les ambassadeurs de tous les pays d'Europe. Il y avait 4 yourtes. On les amenait en jeep ou en auto fermé sur 20 km dans un endroit où il y avait 4 yourtes. Superbes yourtes, et où on leur mettait un méchoui de moutons et des danses mongoles. Et quand tu vois qu'ils avaient vu ça, qu'ils avaient bu l'alcool et le machin, on les remettait dans la voiture, ils reprenaient leur avion et rentraient à Pékin. Ils n'avaient pas le droit de voir plus que ça de la Mongolie, tu vois. Je les ai vus, moi j'ai vu ça. J'ai vu les types arriver, avec les ministres et tout ça, tout le monde disait, oh, j'étais en Mongolie. Mais ils ne voyaient rien. C'était du bluff. Délicieux. Délicieux. Il était servi, je te dis, à l'hôtel Hilton, au Sheraton, à Hilton, à Tel Aviv. Mais non, c'est marqué, pain de coton, et ils étaient fiers. Et ce qui était formidable, c'est qu'en plus, une de mes grands amis d'Israël, sa sœur a épousé un homme qui était un des patrons, enfin des ouvriers, des cadres de la plus grande pépinière d'Israël, de tous les plantes que tu peux imaginer depuis le désert jusqu'aux pays tropicaux. Évidemment, moi je vais en Mongolie, je le dis. Avant d'aller en Mongolie, je passe en Israël et je leur demande, vous voulez faire des expérimentations sur les graines dans un pays comme la Mongolie, foutez-moi 10 kilos de graines dans des sachets, mais surtout enlevez tout ce qui est étiquette en hébreu, parce que Israël n'existe pas. Il ne faut pas qu'ils sachent que ça vient d'Israël, surtout jamais. Et donc, je suis parti en Mongolie avec des quantités de graines juives d'Israël, en fait, graines d'Israël, de recherche israélienne, pour faire les expérimentations en leur disant, écoutez, dans 10 ans, il y aura la paix, ou dans 20 ans, vous irez en Mongolie, et vous irez, vous qui êtes des experts, vous connaissez les plantes et tout, vous irez dans le laboratoire chef de Mongolie, et vous leur demanderez, montrez-moi ce que vous avez, et vous verrez vos plantes, elles viennent de chez vous. Vous serez fou de joie de voir qu'ils auront planté le long des chemins de fer, le long des routes, dans les déserts pour arrêter la désertification. Grâce à Israël, ils auront sauvé leur pays. Alors ils ont été tellement emballés de l'idée, j'ai fait une conférence devant les patrons de la chose, et ils m'ont donné des graines que je me suis... je me rappelle encore, en levant les étiquettes pour qu'on ne voit pas l'hébreu dessus, le mot Israël ou quoi. Et quand je suis arrivé en Mongolie, j'ai demandé à voir le centre de recherche scientifique de la végétation de Mongolie. Et comme ça, j'ai passé toute une journée là, en leur faisant des cadeaux avec des graines. Tu ne veux pas savoir. Après, ça a été... J'étais aimé, quoi. On était facilités. Ça donne... Ça facilite les choses. Tout de suite, tu deviens un personnage qui aime la Mongolie, qui est en train de les aider. Ils ont cru que les graines venaient de France, je m'en fous. Mais l'essentiel, c'est que je sais que ces graines sont mises entre les meilleures mains possibles pour fructifier. C'est ça ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller à travers le monde. Tu vois, par exemple, je peux te dire, je suis parti en Syrie. Voilà, je te raconte un jour le voyage officiel que j'ai fait en Syrie, invité par cet horrible, monstrueux président de la Syrie, le père de Assad. C'est effrayant ce que ce type a fait. C'est un monstre, et son fils pareil. Et je pars sur Palmyre. En quelle année?
Tout ça, c'est en même temps, c'est comme un mouchoir de poche, c'est en 1980, dans les 83. Cynthia, on s'est connus en quelle année, tu dis? Ouais, je devais être en 83, 84. Je te connaissais pas quand je suis allé en Syrie, ici. Ouais, c'était en 84, 85. Et je pars sur Palmyre avec un ingénieur, et on était 2 Français dans la voiture. On s'arrête pour pisser, je crois, un truc comme ça. Au bord de la route, dans le désert, entre Damas et Palmyre. Et tout d'un coup, au moment où on s'arrête, au bord de la route, qu'est-ce qu'on voit? On voit des pots des pots de fleurs avec dedans des arbres, des cyprès ou des eucalyptus, enfin je sais pas, des plants ou comme ça, qui étaient par dizaines sur le bord de la route. Les types les avaient jetés, ils s'en étaient foutus. Moi, qu'est-ce que tu veux? Ils ne savaient pas que j'étais un ami d'Israël, que j'étais, je dis pas un ennemi de la Syrie, mais je n'approuve pas le gouvernement syrien. Je plains les pauvres Syriens qui sont dans un pays avec un gouvernement aussi monstrueux et un président aussi monstrueux. Et une plante faire revivre le désert, comme a fait Israël à quelques kilomètres de là, c'est le noir et blanc. Tu vois, la Syrie, c'est le désert, et Israël, c'est la verdure. Avec mon ami français, là, et j'ai obligé l'ingénieur syrien de faire des trous et de planter les arbres qui avaient été abandonnés. Et on avait pris de l'eau pour le cas où on aurait un pépin. Sur la route pour boire de l'eau, on a vidé toutes nos bouteilles d'eau pour arroser les plantes. Ils sont peut-être morts après, mais au moins, si tu veux, symboliquement, c'est le même problème qu'avec la Mongolie. Mais depuis, ils ont fait des plantations en Syrie. Pas du tout. Ah non, je l'ai dit. Tu as été en Syrie aussi? Oui, moi j'étais en Syrie. Oui, mais enfin, tu t'imagines, tu penses à la... Tu te rappelles la Syrie qui exportait du blé, qui avait des chevaux, qui exportait des chevaux dans le monde entier, en Europe, qui était un pays riche et tout, c'est le désert. C'est épouvantable. Ah, mais ça, c'est la dictature militaire dramatique. Ce que je voudrais savoir, c'est comment a démarré l'histoire de la blonde d'Aquitaine. Comment cette affaire-là est née? Je vais te raconter, c'est difficile de te raconter en quelques mots, c'est une longue histoire avec beaucoup de péripéties. Mais en fait, moi, j'ai commencé mon travail d'agriculteur à Montbrison, ne connaissant strictement rien à l'élevage. Et j'ai donc commencé à faire des céréales. C'est ce que tu m'as expliqué. Ah bon, d'accord. Tu as fait des céréales quand tu es arrivé. Et puis donc. Ton père t'a dit démerde-toi. Et alors, comme j'ai vu que ça coûtait tellement cher de faire des céréales, j'ai dit pourquoi pas faire des vaches allaitantes, c'est-à-dire ce qu'on ne traite pas, et dont les veaux boivent le lait, font du poids, et ensuite on vend les veaux, si ce sont des animaux à pédigré, herbe bouquet. Évidemment, on les revend, pas pour l'abattoir, mais pour la reproduction. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? C'était les débuts du plan Marshall, qui courait depuis quelques années, et en même temps, donc si tu veux, avec le plan Marshall, les paysans ont découvert le tracteur qu'ils ignoraient, parce que les tracteurs français étaient un peu lamentables, tant que le plan Marshall a apporté à l'agriculture française les merveilleux tracteurs américains. Mon père a été un des promoteurs du premier Farmal, ensuite la première moissonneuse-batteuse, etc. Et moi, je suis arrivé quelques années après, et évidemment, les tracteurs ont petit à petit remplacé l'animal de traction qui était la blonde d'Aquitaine. Il y avait... C'était un animal de traction
Les blonds avaient une réputation considérable pour l'attraction, puisqu'ils étaient très longs, habitués à marcher la plaine de la Garonne, est une plaine plate, et les bœufs étaient énormes. Il y avait des bœufs qui pesaient 1000 et quelques kilos, et ça, on risquait pas d'en trouver en Limousin, ou même en Charolais, qui n'avait pas la réputation d'être des animaux de traction. Les blonds d'Aquitaine étaient les grands tracteurs de l'époque, en tout cas dans tout le sud-ouest. Et évidemment, avec le plan Marshall, une bonne partie du troupeau s'est vu petit à petit diminuer au profit des tracteurs. Mais ce qui a vraiment tué la blonde d'Aquitaine, qui l'a menacée d'extinction totale, c'est le maïs. Le maïs pioneer de Steve Gast en Iowa, qui a commencé à se dire, mais si on a amené le maïs en France, on aura toute l'Europe, après ça serait formidable. Et quel était l'endroit idéal pour planter le maïs en France, pour le démarrer tout au moins? C'était le long des Pyrénées, où on a à la fois le soleil et les pluies. C'est comme ça d'ailleurs que s'est développé le kiwi en France. Il est parti de la région de Biarritz, du Pays Basque.